Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Dans les universités, la journée de demain devrait être décisive. En vue des manifestations prévues pour ce jeudi, les mouvements contestataires tentent de chauffer les esprits. Ils y parviennent, comme à Toulouse, à l'université du Mirail, où des incidents sérieux se sont produits hier soir et ce matin encore. Les étudiants, opposés à la grève, tentent de leur côté de réagir. Sans beaucoup de succès, à en juger par la manifestation qu'ils avaient organisée cet après-midi à Paris, elle n'a réuni que 200 à 300 étudiants, plus un certain nombre de Parisiens sympathisants. Plus déterminant peut-être pour la détente, l'appel à la sagesse d'un homme qu'on ne peut pas suspecter de parti pris, le secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale, M. André Henry. Nous avons obtenu aujourd'hui la certitude que la renégociation était acquise, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir de nouvelles discussions avec toutes les associations syndicales d'étudiants et d'enseignants, avec les grands organismes de l'enseignement supérieur et en particulier le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans la perspective d'une nouvelle ou d'une circulaire d'application définitive. Vous pensez que le plus sage maintenant, ce serait que les étudiants reprennent le travail? Je crois qu'ils auraient tout à fait intérêt à ouvrir la discussion, à rechercher avec le ministère le maximum de concessions gouvernementales sur leurs revendications et que dans le même temps, ils préparent normalement les diplômes. Les syndicats mais aussi les partis politiques sortent de leurs réserves. Le Parti socialiste a commencé ce matin dans les universités de Paris et de province une campagne de dialogue avec les étudiants. Michel Rocard, ici à Tolbiac, a pu constater que les grévistes n'étaient pas décidés à céder sur leur revendication prioritaire, l'abrogation de la réforme. Rocard dit que le Parti socialiste soutient le mouvement étudiant. Je pose cette question. Lorsqu'il nous dit que l'opinion publique ne connaît pas très bien nos objectifs, eh bien Rocard, qui certainement a des possibilités de parler au nom du Parti socialiste devant les travailleurs, devrait dire la chose suivante. Eh bien, les objectifs des étudiants sont clairs. C'est la grève générale et l'abrogation de la réforme du second cycle. Le drame du monde étudiant dans sa globalité, pris dans son ensemble d'aujourd'hui, c'est qu'après avoir pratiquement systématiquement démoli toutes ces grandes structures, il n'a plus d'organisation massivement représentative, hélas. Et le problème d'Amiens, c'est de savoir quelle est la représentativité de ceux qui ont pris la décision là-bas. Le Parti socialiste, dans son rapport avec les conflits, ne se fait pas juge des choix stratégiques et tactiques et des formes de lutte employées par ceux qui se battent. Nous nous interdisons la recommandation de mots d'ordre, ni sur les objectifs, ni sur les formes de lutte, elle vous incombe. Si effectivement la grève générale se déclenche, elle aura le soutien du Parti socialiste. Si les orientations de lutte restent compatibles avec le projet socialiste dans son ensemble, et sur cela, je pense, il n'y a pas de doute. Voici donc les partis politiques qui, vous avez pu vous en rendre compte avec beaucoup de prudence, tentent eux-mêmes de canaliser le mouvement étudiant. Le Parti communiste demande de son côté qu'un débat soit organisé à l'Assemblée nationale sur le malaise régnant dans les universités. L'interview sur la réforme de l'entreprise accordée hier par Valéry Giscard d'Estaing à Antenne 2 fait, et c'était attendu, les gros titres de la presse aujourd'hui. Elle provoque beaucoup de réactions, nous verrons cela dans quelques instants. Mais auparavant, remettons-nous dans l'esprit les principaux points de cette réforme. Nous serons ainsi plus à même ensuite de comprendre certaines réserves qui vont quelquefois jusqu'à l'hostilité. Premier point de la réforme, des patrons plus responsables à la tête des entreprises. 3 mesures envisagées. 1. Abaisser l'âge limite à 65 ans au lieu des 70 acceptés par la loi. 2. Éviter les cumuls de mandats à la tête de plusieurs sociétés. Un patron ne pourra pas être membre de plus de 5 conseils d'administration. 3. Augmenter la responsabilité personnelle. Dans les petites entreprises, le patron engage assez souvent ses propres deniers. Dans les grandes sociétés, par contre, il n'est le plus souvent qu'un salarié. Eh bien, désormais, il devra consacrer une partie de son salaire à l'achat d'actions de sa propre firme. En cas de faute de gestion, il sera donc responsable sur sa propre cassette. Le comité d'entreprise aura même un droit de regard sur la bonne marche de la société et pourra lui demander des explications. Au cas où les affaires tournent mal, le comité d'entreprise devra en être informé.
Une disposition qui inquiète bien des patrons, car dans ce domaine, une indiscrétion peut être fatale. Deuxième point de la réforme, de meilleures conditions de travail. 1. La sécurité du travail et le pouvoir des inspecteurs du travail seront renforcés. 2. Les ouvriers seront informés et consultés sur l'organisation de leur journée de travail tous les 3 mois, atelier par atelier. Troisième point de la réforme, c'est le plus important et le plus nouveau, les salariés pourront désormais faire partie du conseil de surveillance des entreprises. Mais cette co-surveillance sera facultative et limitée. 1. Seules les entreprises de plus de 2000 employés sont concernées. 2. Les salariés ont voix délibérative, mais la loi ne prévoit pas s'ils seront élus ou désignés. Ces réformes n'enthousiasment pas les syndicats. La CGT les tourne en dérision, la CFDT les tient pour négligeables, Force ouvrière pour trop imprécises, la CGC, la CFTC et la CFT y sont plutôt favorables, mais sans excès. Dans le monde des affaires, c'est plutôt l'indifférence. On est préoccupé, là, avant tout, par la taxation des plus-values, autre réforme adoptée aujourd'hui en Conseil des ministres et sur laquelle rien de précis n'a encore filtré. Les patrons de petites et moyennes entreprises redoutent, vous allez vous en rendre compte, certains aspects de cette réforme de l'entreprise. Et si un patron de grande entreprise comme M. Appel, vous allez l'entendre, s'exprime à ce sujet à titre personnel, le CNPF, quant à lui, se refuse pour le moment à toute déclaration. Bref, de ce côté-là non plus, ce n'est pas la joie. La bourse aujourd'hui était à l'image du temps à Paris, variable et maussade. En tout cas, elle a été peu affectée par l'annonce du projet gouvernemental sur la réforme de l'entreprise. Tout simplement parce que la bourse a d'autres préoccupations en ce moment. D'un côté, la reprise économique qui s'affirme tant en France qu'à l'étranger, mais cet élément favorable est combattu par un autre projet gouvernemental qui inquiète beaucoup plus les milieux boursiers. Il s'agit bien sûr de l'imposition sur les plus-values. Ce projet, on commence à en connaître la teneur depuis quelques semaines et incontestablement, il a fait baisser les cours. Après la hausse sensible du mois de mars, on est maintenant revenu au plus bas niveau du début de l'année. Et aujourd'hui, les cours sont restés à des cotations médiocres. En fait, le projet de réforme de l'entreprise paraît ici relativement prudent. Et de la mesure où il semble vouloir plus inciter qu'obliger, il n'inquiète pas trop. Plutôt qu'à la bourse, la réponse est maintenant aux partenaires sociaux et donc bien sûr aux chefs d'entreprise. Je dois vous dire que nous ne nous sentons absolument pas concernés par la réforme de l'entreprise. Nous avons au Conseil économique étudié longuement et dans d'autres enceintes le rapport de M. Sudreau. Et M. Sudreau donne partout pour ses applications nouvelles de mesures des seuils qui sont 300, 500, 1000. Et si je vous rappelle que la moyenne des entreprises françaises est aux alentours de 37 ou 38 personnes, vous voyez que nous sommes très loin du compte de M. Sudreau. Mais tout de même, sur des aspects, disons, assez généraux, comme la concertation, la participation, sur la sécurité dans les entreprises, vous êtes concernés. Nous sommes concernés là, mais ce sont des choses qui sont déjà en place chez nous. La concertation dans une entreprise de moins de 100 personnes ou de moins de 200 personnes se fait automatiquement. Donc cette concertation, elle existe. Mais c'est là où j'arrête cette concertation, car si c'est faire de la concertation que de discuter, de perdre son temps avec des organismes syndicaux qui sont plus ou moins liés à des partis politiques dont le but est de faire sauter le système démocratique dans lequel nous vivons, alors là, je ne suis pas pour cette concertation, mes amis non plus. Nous, dans l'ensemble, nous déclarer satisfaits de cette réforme ou de ce projet de réforme, puisqu'il correspond très exactement, et il a repris la quasi-totalité des propositions que nous avions formulées à Entreprises et Progrès au mois de janvier 1975. En particulier, nous sommes très contents de voir l'importance qui a été attachée à l'information issue du personnel par les réunions d'échange et l'accent tonique qui a été mis sur le rôle de l'encadrement qui nous semble absolument essentiel pour le bon fonctionnement des entreprises. Vous êtes le président d'une grande entreprise, vous êtes donc concerné par la co-surveillance. Alors qu'en pensez-vous de cela? Nous sommes, dans ma société, nous sommes déjà en régime de conseil de surveillance et à ce titre, les représentants du personnel siègent déjà au conseil de surveillance. Par conséquent, la modification porte simplement sur le fait de savoir s'ils auront voix délibérative ou participative. Et vous pensez que c'est un système que les chefs d'entreprise accepteront facilement? Écoutez, accepter facilement, ça pose un certain nombre de problèmes, puisque nous l'avons adopté nous-mêmes, c'est que nous pensons que ça offre un certain nombre d'avantages. En particulier, je crois que ça clarifie la répartition des pouvoirs à l'intérieur des entreprises. Je crois que c'est une mesure positive.
Dans le domaine strictement politique, Jacques Chirac boucle la boucle. Le nouveau coordinateur de la majorité assistera demain au comité directeur du Parti radical. Jacques Chirac avait vu tous les partenaires de la majorité, sauf justement les radicaux. Conséquence indirecte, Jean-Jacques Servan-Schreiber, auteur d'un éditorial sévère dans l'Express sur Jacques Chirac, n'assistera pas à ce comité directeur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la psychologie n'est pas le propre de l'administration, vous jugerez vous-même. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé une exposition sur l'architecture scolaire. Elle a ouvert ses portes aujourd'hui. Quand on sait l'état des locaux scolaires qui n'ont pas 10 ans d'âge, on ne peut qu'approuver une telle initiative. L'ennui, c'est que l'un des responsables de cette exposition était directeur des services techniques du ministère de l'Éducation nationale au moment où fut conçu et réalisé le CES Édouard Pailleron. Il a d'ailleurs été inculpé à la suite de l'incendie qui devait, en une demi-heure, complètement détruire ce CES et provoquer la mort d'une vingtaine d'enfants. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que l'association des parents des victimes soit allée aujourd'hui manifester à l'occasion de l'inauguration de cette exposition. Avant d'être inaugurée par le ministre de l'Éducation nationale, Vivre à l'école, l'exposition sur l'architecture scolaire, a été présentée à la presse. Curieusement, les directeurs des publications des 2 fédérations de parents d'élèves, publications qui tirent pourtant chacune à 400 000 exemplaires, n'étaient pas conviés à cette présentation. Quant à l'exposition elle-même, elle est sérieusement contestée par l'association des parents des victimes du CES Pailleron. Notre présence est ici pour protester contre l'organisation de cette exposition qui est Vivre à l'école. Pour nous, cela a été périr à l'école. Et nous ne pouvons admettre que le responsable de la DESUS à l'époque soit maintenant directeur de l'Ofratem et à ce titre participe à l'organisation de cette exposition. La DESUS, madame, c'est la construction scolaire. C'est ça, la direction des équipements scolaires universitaires. Oui. Nous pensons qu'il est absolument, c'est piétiner la mémoire de nos enfants qui ont péri au CES Pailleron dans des conditions épouvantables que d'organiser cette exposition maintenant, alors que le procès des enfants a été fixé au 2 juin. Il existe en France 82 CES du type Pailleron. Les chiffres de l'éducation nationale. Les chiffres de l'éducation sont 50, oui, ils sont faux et nous avons la liste officielle de ces 82 CES. Oui. Est-ce que, à votre connaissance, ces CES ont été réaménagés? Pour certains, mais après une lutte très longue de la part des parents d'élèves, notamment à Pau, pendant 1 an et demi, les parents d'élèves groupés ont obtenu 191 millions de travaux payés par l'État, ce qui prouve bien que l'État reconnaît sa responsabilité dans ces constructions. L'association était venue pour une manifestation silencieuse et digne. Le service d'ordre l'a refoulée et l'a obligé à attendre le ministre à bonne distance. Mais les manifestants n'ont pas vu M. René Haby qui a gagné l'exposition par une porte dérobée. Seule réponse aux manifestants, celle du responsable de la construction scolaire qui se retranche derrière le sacro-saint règlement. Le travail du ministère. Je dirais d'abord, si vous voulez, que mon métier est d'appliquer scrupuleusement le règlement et que c'est ce que je crois le devoir essentiel que j'ai vis-à-vis des élèves et des enseignants. Et non pas de le commenter, si vous voulez, ou d'en inventer d'autres, car je crois que des initiatives désordonnées en matière de sécurité seraient plus nuisibles que le respect d'un règlement français qui a la réputation justifiée, je crois, d'être d'excellente qualité. D'une façon générale, la sécurité est d'autant mieux assurée que les bâtiments sont plus récents. Il est bien certain que quand nous avons des établissements scolaires séculaires, ils ne peuvent pas répondre aux règles de sécurité qui sont, comme je le disais tout à l'heure, perfectionnées à la lumière de l'expérience et des travaux de laboratoire d'année en année. Pour ces bâtiments anciens, et très anciens parfois, les commissions de sécurité nous demandent de procéder à ce que l'on appelle une mise en sécurité, c'est-à-dire de prendre des mesures compensatoires pour atteindre le même niveau de sécurité. Il n'en reste pas moins que la réglementation en vigueur précise toujours que la résistance au feu de l'infrastructure d'un bâtiment scolaire doit être d'1 quart d'heure seulement, alors qu'elle est d'au moins une demi-heure pour tous les autres bâtiments accueillant du public. Pratiquement, la Syrie contrôle la situation militaire au Liban. Ses troupes régulières font des incursions à l'intérieur du territoire libanais, tandis que les troupes de la Saïka, composées de Palestiniens encadrés,
par des officiers syriens, contrôlent maintenant les points stratégiques du Liban. Ce sont même ces Palestiniens qui assurent la protection des députés qui, depuis plusieurs jours, tentent de se mettre d'accord pour l'élection d'un nouveau président de la République du Liban. Voilà dans quelle ambiance le Liban s'apprête à élire un nouveau chef de l'État. Il aura fallu plus de 1000 soldats pour assurer la sécurité des députés. Le Parlement étant à moitié détruit et en pleine zone de combat, les partis politiques ont réussi à se mettre d'accord pour que les séances de l'Assemblée se tiennent ici, dans la zone tampon entre forces chrétiennes et forces musulmanes. Même avec ce déploiement de force, l'action des francs-tireurs reste toujours possible. Mais en fait, réunir le Parlement était le seul moyen de régler le conflit du Liban sur le plan politique et d'assurer le départ du président de la République. Réfugié depuis 15 jours dans une mairie de village aux environs de Jounieh, la capitale du Liban chrétien, le président Frangé vit en effet ses derniers jours de chef d'État. Il avait tout le pays contre lui. Seule sa garde républicaine et les miliciens de son village lui sont restés fidèles. Mais il aura défendu jusqu'au bout son mandat présidentiel. Les médiations internationales auront aidé à cette amorce de solution du conflit du Liban. La dernière, celle de M. Georges Gors, intervient dans une phase capitale, car un règlement politique est devenu possible. Et les espoirs de voir un nouveau président de la République mettre fin à la guerre civile détendent quelque peu l'atmosphère. Mais il a fallu convaincre le clan chrétien que le chef de l'État devait laisser la place immédiatement afin que son successeur puisse être élu le plus vite possible. La peur du vide, le refus des dirigeants de la droite chrétienne de céder aux pressions des musulmans et de la gauche ont longtemps bloqué toute solution politique. Quoi qu'il en soit, les élections libanaises détendent l'atmosphère et tout le monde semble prêt à donner sa chance au nouveau chef de l'État. Même les combattants chrétiens les plus durs, comme le chef du front des gardiens du Cèdre. Si le nouveau président sera un homme fort, compétent, un homme courageux, je crois qu'il pourra arranger les choses. Et vous, vous accepteriez alors de déposer les armes? Regardez, si le nouveau président exécute le programme dont je viens de noter, eh bien je crois que la guerre cessera faute de combattants. Monsieur Georges Gors, envoyé spécial du gouvernement français que nous avons vu sur ce reportage, a été aujourd'hui reçu par le président de la République syrienne qui lui a fait part des intentions de la Syrie en ce qui concerne ce conflit du Liban. On n'a pas fini d'en parler, je crois, avec les beaux jours. Sur un amendement de M. Dudebout, maire de Grenoble et socialiste, l'Assemblée nationale a adopté cette nuit, dans le cadre de la réforme de l'urbanisme, une disposition qui, théoriquement, devrait assurer le libre accès au littoral à tout un chacun. Plus de plages privées, plus de résidences forteresses. La mer à tout le monde, et la plage aussi. Mais déjà, on essaie de tourner cette disposition. Une disposition qui figurait d'ailleurs déjà dans l'arsenal législatif français. Elle était controversée et donnait lieu chaque année à des contestations. Ce qui se passe à Cap-d'Aille, dans les Alpes-Maritimes, depuis quelque temps, est assez inquiétant pour ceux qui aiment se promener librement sur le littoral. Puisque les plages doivent être ouvertes à tout le monde, eh bien, il suffit de déclarer officiellement que tel ou tel morceau de littoral, convoité par des promoteurs, n'a rien à voir avec une plage. Et apparemment, vous allez le voir, ça marche. Nous irons où tu voudras, quand tu voudras. À Cap-d'Aille, par exemple, près de Monte-Carlo. La Côte d'Azur en cette saison, l'éclosion du printemps, le soleil, la mer, la plage aussi bien sûr, la plage. Et oui, dure est la réalité après le rêve bleu d'azur et rose bonbon évoqué par cette chanson à la mode. Et pourtant, ceci est bien aujourd'hui la plage marquée où les habitants de Cap-d'Aille se baignaient jadis avec les estivants. C'était une plage. Ici, où vous voyez la route, il y avait la mer qui venait là. Si bien que dans l'établissement l'hiver, la mer venait même dans l'établissement, en plein hiver. C'était une zone maritime. Du reste, je paie toujours le loyer à la zone maritime, mais il est impossible de l'exploiter puisque même les gens du pays ne viennent plus. À l'établissement de bain. Ah, elle n'est plus au bord de la mer est... Pour nous, c'est inexploitable. La plus belle ville du monde ne peut donner que ce qu'elle a et Cap-d'Aille disposait de sa plage pour toute richesse. Or, les capitaux multinationaux, on le sait, sont toujours friands de quelques arpents de sable fin.
On en est arrivé là parce que bon, la commune avait besoin d'argent pour ses équipements collectifs et quasiment, si vous voulez, elle a vendu la moitié de la plage. Bon, alors la moitié de la plage, c'est celle-ci. Oui, alors il en reste la moitié. Qu'est-ce que ça va devenir ici? Eh bien, d'une part, bon, il y a un port qui est dit de plaisance, mais qui n'est pas si plaisant que ça quand on le regarde. Et en plus, bon, là, vous allez avoir un immeuble qui va faire 200 mètres sur 26 mètres de haut. Je ne sais pas si vous voyez la hauteur de la voie de chemin de fer. Et à côté, vous allez avoir, là-bas, à l'autre bout, un hôtel privé. Donc ça va privatiser déjà un petit morceau de plage. Ne vous plaignez pas, il vous reste ça. Oui, alors il reste effectivement un petit morceau de plage. Seulement, comme à Monaco, il va y avoir à peu près un super grand ensemble de, disons, 7000 habitants, plus les habitants de l'immeuble projeté, ça fait 10 000 habitants. Bon, ça veut dire qu'en gros, au maximum, il y aura un demi-mètre carré de plage par habitant. Bon, si je compte plus les touristes, plus les gens de Cap d'Agde, c'est l'absurde. L'aspect rebutant de cette plage aujourd'hui, rétorque la municipalité, n'est rien à côté de celui qu'elle offrait en 1967, et au vu de ces montagnes d'immondices filmées à cette époque, on ne peut que lui donner raison. Alors, n'est-ce pas, on a voulu rénover l'environnement. Ça nous permettra d'abord de réaliser un complexe sportif avec tous les aménagements, permettra aussi la création d'un jardin public, l'aménagement de la plage qui va s'agrandir encore avec les travaux qui ne sont pas terminés, toute la viabilité d'alimentation d'eau potable, téléphone, électricité. Il y aura pour plus d'1 milliard d'anciens francs de travaux qui seront faits sur ces terrains. Une ZAC ne peut s'instituer sur le domaine public maritime. Cela n'est pas prévu par la loi. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que les pouvoirs publics contestent sa qualité de plage à la plage marquée. Alors vous comprenez bien que cela commence à agacer quelque peu les gens du pays, qui eux s'y sont baignés sur cette plage, même si elle était mal entretenue. Et ces gens-là pensent que ce n'est pas un moyen efficace que de nettoyer une plage en y construisant une marina dessus. Une plage est-elle nécessairement au bord de la mer? Est-ce bien une zone maritime que cet endroit où viennent mourir les flots bleus? C'est ainsi sans doute qu'ergotent les experts, à présent que les ZAC, zones d'aménagement concertées, sont devenus le seul moyen de faire admettre les marinas, dont on ne veut plus en France depuis 1973. Or, précisément, la notion de ZAC est incompatible avec celle de zone maritime. Bon, la notion de bordure des mers, c'est une notion très vague, parce que la notion de bordure des mers, c'est par les domaines publics. Les domaines publics se transfèrent au fur et à mesure que vous avancez sur la mer. Comme quand j'entends dire qu'il y a une plage privée, c'est une question qui n'existe pas, parce qu'une plage ne peut pas être privée par définition, c'est du domaine public. Il peut être concédé afin de protéger la plage elle-même, de la nettoyer, et souvent les dépenses ne couvrent même pas les frais. Si attrayant que puisse être le projet des promoteurs, bien, cela ne nous intéresse pas. Le seul problème pour nous est de savoir si, oui ou non, par le biais d'une ZAC, on peut arriver à détourner une loi qui interdit les marinas. C'était, avant cette musique qui nous a interrompu, une bonne question, je crois. Eh bien, football maintenant. D'abord ceci, la France est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Montréal. Ce soir, en effet, la Roumanie a battu la Hollande 5-1, et par une mécanique très compliquée, ce résultat est insuffisant pour empêcher la France de se qualifier, tant mieux. Football encore, et cette fois à propos du match Saint-Étienne-Eindhoven ce soir, en Hollande, je vous informe que si les Verts se qualifient, et ils le peuvent, de l'avis général, nous transmettrons en couleur de larges extraits du match, aussitôt après notre magazine, c'est-à-dire. Le temps, eh bien, je ne vous en parlerai pas beaucoup ce soir, j'attends là une petite image qui vous expliquer pourquoi. Les services de la météorologie sont en effet aujourd'hui en grève. La météo craint en particulier d'être transférée à Toulouse. Le temps, eh bien, je pense qu'il s'améliorera. En tout cas, il s'est amélioré aujourd'hui par rapport à ce qu'il était ce matin. Et je dois dire à ce propos que nous sommes là quelque peu trompés hier, mais c'est des choses qui arrivent, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Vers 23 h ce soir, vous pourrez voir et entendre la dernière édition de notre journal présentée par Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée à tous, à demain.